Bien, nous allons commencer. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette première réunion des référents scolaires et référents classe échec. Donc, je me présente pour ceux qui ne connaissent pas, Émilie Minot, présidente de la commission nationale scolaire au niveau de la fédération. Ce soir, nous avons plusieurs membres de la commission scolaire qui sont présents pour présenter certains sujets, dont nous aborderons juste après au niveau du sommaire. Je vous remercie pour votre présence nombreuse. Un replay sera disponible de cette réunion sur le site fédéral afin de nous permettre de revoir cette visio et de permettre aux gens qui n'étaient pas présents ce soir d'avoir les informations malgré tout. Donc, en propos introductif, je vais laisser Éloi Rolange, présidente de la Fédération française des échecs, faire un petit. Merci, merci Émilie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, vous le savez, la fédération est en pleine croissance depuis 5 ans maintenant, avec un vrai choc de croissance, passé de 50 000 licenciés à probablement 100 000 en fin de saison. Et cette croissance, elle est due tout particulièrement aux échecs à l'école et en tout cas aux enfants qui sont à l'école en primaire et au collège notamment. Donc la commission scolaire a des enjeux très forts à la fédération. C'est le levier de croissance premier que nous avons toujours, avec évidemment les cours en club pour ces jeunes enfants. Donc il y a une volonté de faire connaître les échecs et de faire pratiquer les échecs à tous les enfants. Et c'est bien pour ça que nous sommes réunis ce soir avec le programme Classe Échecs, mais aussi avec tous les dispositifs que la commission va vous proposer. Et ensuite, l'ambition de faire passer ces enfants, ou en tout cas ceux qui sont les plus intéressés, vers les clubs pour découvrir la vie associative d'une association sportive, découvrir éventuellement les échecs de compétition et donc continuer à grandir avec ses copains, ses copines et des nouveaux amis. Donc c'est un peu ça notre mission et c'est un succès pour la fédération et qui est très marqué avec la hausse de licenciés qui est très présente. Le ministère nous soutient, les ministères nous soutiennent, donc ça c'est également très important. Le ministère des Sports tout d'abord, qui a détaché deux conseillers techniques nationaux, Richard Oswald et Christelle Moll, dont Christelle a une part dévolue de sa mission, qui est sur le développement des échecs scolaires. Donc elle fait la passerelle avec les services de l'État. Donc on va être sur les académies, sur les DSDEN, si je ne me trompe pas, les membres de la commission scolaire sont plus pointus que moi et corrigeront si ce n'est pas le cas, mais enfin en tout cas à l'échelon départemental. Et Christelle, donc, qui est en capacité de faire des liens avec l'État, de débloquer des situations et de parler au nom de la fédération à toute l'administration, on va dire d'égal à égal, mais elle est là pour ça. Donc ça veut dire que le ministère des Sports vraiment nous soutient fortement. Nous avons aussi la convention avec l'éducation nationale qui a été renouvelée maintes fois. J'avais signé, moi, la convention avec Jean-Michel Blanquer qui était spécifique à Classe Échec, qui était la création de Classe Échec en 2022. Et Classe Échec, c'est le programme qui aujourd'hui marche très très bien, mais ça, je laisserai Émilie vous en détailler les mécaniques. Enfin, Émilie et toute l'équipe de la commission, vous en détailler les mécaniques. Un petit mot pour remercier tous les membres de la commission. Je vois Stéphane qui est là, Julien qui vient de faire le championnat UCHES, le championnat donc UNSS en ligne, qui a eu un succès énorme, et naturellement Alain Saint-Aroman qui s'occupe du championnat scolaire et collège, qui est une compétition qui a doublé, bientôt triplé, je l'espère, depuis qu'il en a repris les rênes, et qui est aussi un moment exceptionnel pour tous les enfants qui pratiquent et qui ont une occasion de découvrir un événement spécial. Vous découvrirez aussi avec toute l'équipe des boîtes à outils, en tout cas tout un tas de moyens, puisque c'est notre rôle, nous, fédération, c'est de vous donner les moyens à vous, clubs, référents des comités départementaux, référents des ligues, d'avancer, d'avoir des rôles un peu définis, des missions qui soient complémentaires. Et donc, on a un travail de structuration à vous proposer. Et on sait que vous avez tous, vous êtes motivés et on essaie de vous accompagner dans le développement de vos clubs, de vos ligues, de vos comités, en tout cas sur ce volet scolaire. Et c'est une présentation très complète qui va vous être proposée ce soir. J'en suis enthousiaste et donc je reste avec vous pour suivre ça. Donc je vous remercie toutes et tous d'être là, de soutenir évidemment les échecs à l'école et merci à tous les membres de la commission scolaire pour cette présentation. Merci Éloi. Donc nous allons passer sur cette présentation. Stéphane, je te laisse passer à la slide suivante.
Donc, effectivement, l'objectif de cette rencontre, c'est une première rencontre que la commission scolaire a souhaité instaurer avec vous, référents ligue, comité et référents classe échec, afin de vous informer de l'ensemble des programmes mis à votre disposition au sein de la fédération, d'avoir aussi vos retours terrain, parce qu'il est important pour nous, commission, de savoir ce qui se passe sur vos territoires et de pouvoir s'en inspirer aussi pour aider les autres comités et ligues à mettre ça en place aussi sur leur territoire à eux. La commission a été reprise depuis la nouvelle mandature, le mandat des lois. La volonté était de mettre la présidence des commissions importantes et que la mixité et les scolaires au sein du bureau, afin d'avoir un suivi un peu plus important et de faciliter les échanges avec la fédération. C'est pour cette raison que j'ai repris la présidence de la commission. Et donc, notre volonté, c'est de faire de nombreux sujets, mais notamment de continuer le programme classe échec, de le développer sur plusieurs niveaux, c'est ce que nous allons voir, de mettre en place une boîte à outils pour vous permettre, vous, référents, de mettre ça en place sur vos territoires et de s'emparer des sujets et des projets de la fédération. Et évidemment qu'on puisse échanger ensemble entre référents. Une des idées aussi qui va certainement suivre cette première rencontre sera la mise en place d'un WhatsApp afin de vous connecter, vous, référents, ensemble, que nous animerons avec la commission pour vous aider, pour faciliter les contacts et vous permettre d'avoir des réponses plus rapides et de pouvoir échanger sur vos bonnes pratiques du territoire. Concernant l'ordre du jour, donc, sur la deuxième slide. Donc, nous allons parler du programme classe échec, évidemment, qui est un dispositif phare, comme l'a pu le rappeler les lois en propos introductif, les nouveautés qui vont venir. La plateforme Matoupion, qui est une nouveauté aussi cette année, dont on va vous parler. Classe échec Connect de V2, voilà, la V2, vous verrez pourquoi. Voilà, le succès de la première était victime de son succès, on peut dire ça comme ça, et donc la fédération a souhaité mettre en place un nouvel outil, nous le verrons. La boîte à outils dont je vous parlais, un petit propos sur les collèges et les lycées, donc sur les sections sportives et les sports-études notamment, qui font partie de notre contrat de délégation, et sur le challenge national e-check à l'UNISS que Julien pourra développer. Un petit point sur les championnats scolaires, donc avec Alain, il y aura une réunion spécifique à ce propos, mais ça permettra d'introduire ces championnats qui, pour certains, ont déjà commencé et qui vont se poursuivre jusqu'au mois de janvier-février. Nous aurons un petit point aussi sur l'audit. Vous avez dû recevoir un mail à ce propos sur l'audit de la fédération dont nous allons parler. Et puis, une petite conclusion. Voilà. L'ordre du jour va être à peine chamboulé. On va commencer par les collèges et lycées. Donc, ce sera Julien qui va intervenir. Juste un petit point. Effectivement, il n'y a pas le volet université sur cette vidéo-là. Ça fait déjà beaucoup de sujets à aborder pour cette première visio. Une prochaine aura certainement lieu au printemps. Donc, ce sera d'autres sujets qu'on pourra aborder à ce moment-là. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Julien Dalcanal, qui est le référent collège et lycée pour notre commission, pour discuter et vous présenter les projets et les avancées sur ce sujet. Julien, je te laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. Oui, donc Julien Dalcanal, donc moi je suis prof de PS dans un collège en Alsace. Et voilà, donc j'accompagne effectivement avec plaisir la commission sur ces sujets-là, parce que j'ai la particularité d'avoir créé une section sportive scolaire dans mon établissement. Donc c'est quelque chose dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Voilà, c'est dans l'actualité, dans le milieu des échecs. Vous avez déjà été certains à me contacter sur ce sujet-là. Donc voilà, il y a cette possibilité-là. Donc, pour commencer, je vous propose qu'on parle spécifiquement des sections sportives. Donc, il existe deux dispositifs, ce qu'on appelle les SSS, donc sections sportives scolaires. Voilà, donc dans les collèges, dans les lycées. C'est un dispositif qui permet de renforcer la place des échecs dans les établissements, en lien, et c'est obligatoire dans le cadre de la demande d'ouverture, en lien soit avec un club, soit avec un comité, soit avec une ligue ou directement avec la Fédé. Mais évidemment, c'est beaucoup plus rare. Donc, il faut vraiment un ancrage local. On est dans l'éducation nationale, donc
il y a toute une série d'étapes qui sont à passer pour obtenir la création et l'ouverture d'une section sportive scolaire. Mais voilà, comme vous représentez le territoire, il est très important de dire et comprendre que ça doit émaner du territoire. Donc, il doit y avoir une demande sur votre territoire pour créer cela. Donc, actuellement, nous avons 7 sections sportives scolaires sur le territoire. Vous verrez plus tard dans les diapos, on vous les a listées. Il y a une surreprésentation en Normandie sur ces 7-là, puisque la Normandie dispose également de la seule section sport-études. Donc, c'est deux choses qui sont distinctes. Les sections sportives scolaires sont sur un usage, on va dire, débutant, confirmé, etc. Une section sport-études est davantage centrée sur le haut niveau. Donc, le haut niveau, ça veut dire qu'il faut que ce soit intégré au plan de performance de la fédération et ou que votre structure compte un ou plusieurs élèves disposant du statut de haut niveau. Donc, vous le savez, je pense qu'Éloi, voilà, ça sera évoqué plus tard, voilà, mais les listes vont a priori être dévoilées au mois de janvier. Donc voilà, c'est quelque chose dont vous pouvez vous saisir. Pour la commission scolaire et pour la FFE, c'est un enjeu très important que de développer ces sections sportives, puisque c'est vraiment une magnifique vitrine. On se rend compte, et je suis persuadé que vous en êtes témoin sur vos territoires, on se rend compte que dans beaucoup d'établissements, pour ne pas dire la quasi-totalité, il y a des échecs d'une manière ou d'une autre. Un club échec au CDI, un échiquier en permanence, plus rarement en UNSS. Voilà, donc ça a déjà le mérite d'exister. Et en fait, ces sections sportives scolaires vont avoir l'intérêt de mettre le focus sur la pratique dans votre établissement, d'avoir un retentissement quand même médiatique, hein, puisque ça peut attirer des élèves qui ne seraient pas forcément venus dans votre établissement ou en tout cas qui seraient attirés par cette pratique. Et puis évidemment, c'est un gros plus pour les clubs, les comités et les ligues, puisqu'une section sportive scolaire ou un sport-études, c'est 3 heures minimum dans l'emploi du temps des élèves. Donc voilà, dans mon établissement, par exemple, mes élèves ont 3 heures obligatoires d'échec. Ils ont une note et une remarque dans leur bulletin, au même titre que le français, l'histoire, géographie et les mathématiques. Donc voilà, ça permet vraiment de mettre en avant en fait leur cursus. On parle souvent du double projet à la fois sportif et scolaire. Ben voilà, c'en est un bon exemple puisque ça permet de valoriser les réussites des enfants. Donc, c'est 3 heures minimum. Et après, bien sûr, rien n'empêche de proposer plus. Dans mon établissement, au maximum, les élèves ont 7 heures. Parce que je propose également sur le temps du midi. Donc, il y a des enfants qui mangent à la cantine, soit par choix, soit par nécessité, et qui sont amenés à pratiquer jusqu'à 7 heures d'échecs au collège. Donc, forcément, ça va avoir des répercussions après sur leur niveau de pratique, sur leur engagement, etc. Émilie en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a eu des réunions durant l'été avec la Fédé. Et puis l'objectif maintenant, on voit que pour les collèges, la machine est déjà lancée. Comme dit, il y en a déjà 7. Nous avons le plaisir d'annoncer une 8e création officielle à la rentrée 2026 du côté de Lons-le-Saunier. Voilà, d'autres vont suivre. On sait qu'il y a des demandes du côté de Lyon, de Bordeaux qui sont en cours de traitement. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des projets, dans la boîte à outils, il y aura des contacts ou sur le WhatsApp. N'hésitez pas à me contacter, à nous contacter. On essaiera de vous aider un petit peu plus précisément. Je dois simplement dire deux choses qui ne sont pas forcément très agréables, mais qui, je pense, sont importants de préciser dès le départ. On est sur du temps long. Là, aujourd'hui, si on instruit une demande, ça serait pour une ouverture à la rentrée 2027. Voilà, les échéances sont passées depuis 2, 3, 4 semaines selon les académies pour la rentrée 2026. Il y a en gros une année scolaire de gestation pour envisager une ouverture par la suite. Donc évidemment, c'est très long, évidemment, c'est frustrant.
mais ça vous permet quand même de travailler votre projet parce que c'est la deuxième information un petit peu désagréable que j'ai à vous donner, mais qui est importante. C'est pas parce qu'on obtient l'ouverture d'une section sportive scolaire qu'on obtient des moyens pour la faire financer. Bien souvent, les interlocuteurs que j'ai qui souhaitent ouvrir une section pensent que ben voilà, il y a 3 heures obligatoires, j'ouvre une section, le rectorat va me donner 3 heures. Ce n'est pas le cas. C'est l'établissement sur fonds propres, c'est le club, c'est le comité, c'est la ligue, c'est la fédé. Voilà, il faut co-construire les budgets. Alors, c'est pas des. Voilà, on l'a dit, hein, 3 heures par semaine. Donc, il faut financer ces heures-là. Donc, soit vous avez une ressource en interne avec un enseignant qui est capable d'assurer le cours. À ce moment-là, il faut piocher dans ce qu'on appelle la dotation horaire globale, donc la DHG, en gros l'enveloppe heure d'un établissement. Mais ça sera toujours des choix, des arbitrages qui seront à faire. Donc, sur ce temps long que vous avez, allez voir, demandez un rendez-vous à votre chef d'établissement, demandez à rencontrer l'équipe EPS de votre établissement parce que la demande d'ouverture est à traiter par les inspecteurs EPS. Voilà, donc souvent, c'est des collègues de maths, d'SVT ou d'autres matières. Pour une ouverture de section sportive, ça doit transiter par l'inspection pédagogique EPS. Mais tout ça, on en reparlera, comme dit, avec celles et ceux qui seront plus intéressés. Et donc, on l'a dit, les collèges, ça fonctionne plutôt bien, c'est en train de se développer. Et donc maintenant, l'objectif, à la fois pour la fédération et pour la commission scolaire, est de développer au niveau des lycées. C'est la suite logique, on l'a dit, il faut un ancrage territorial. Dans le cadre des demandes que vous allez faire, il est demandé une projection sur plusieurs années. Donc, il est intéressant de dire, voilà, nous intervenons déjà en école primaire, nous avons un vivier de 50, 100 gamins qui sont amenés à évoluer dans les prochaines années. Euh, voilà, on ne crée pas une section sportive parce qu'on a 5 super gamins du club et puis plus rien derrière. Voilà, ça n'aurait aucun sens et le rectorat n'ouvrira pas. Donc voilà, au niveau des lycées, c'est une priorité. Richard Oswald DTN l'a dit à la commission scolaire, c'est vraiment une priorité. Et la fédération accompagnera un certain nombre de projets pilotes sur les lycées pour vous aider et pour pouvoir lancer ces sections sportives et ou sport-études dans les lycées. Donc voilà, donc ça c'est ce qui concerne la partie section sportive et sport-études. Et enfin, le dernier point que j'ai abordé avec vous, c'est ce qui concerne les compétitions scolaires. Donc la Fédération française des échecs a la particularité d'avoir 2 compétitions qui sont parallèles, qui ne sont pas concurrentes, qui sont parallèles, cousines, je ne sais pas comment on pourrait les qualifier. Donc une qui fonctionne très bien avec Alain Saint-Aroman, donc qui est le championnat scolaire FFE, licence FFE obligatoire, etc. Ça sera développé tout à l'heure. Et en parallèle, on a un championnat scolaire UNSS, donc l'Union nationale du sport scolaire. Donc on parlait d'EPS tout à l'heure, donc là nous y sommes. Donc voilà, des compétitions qui ont lieu sur tout le territoire, comme n'importe quelle autre activité, football, basketball, etc., avec un ancrage territorial qui malheureusement est un petit peu mis à mal pour les échecs. En effet, l'UNSS, dans son nouveau règlement qui a été adopté l'année dernière, a supprimé quasiment la moitié de ces championnats de France obligatoires. Et malheureusement, les échecs font partie des championnats obligatoires qui ont été retirés. Alors vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose. Si, ça change une chose, parce qu'on peut toujours continuer à faire des championnats de France UNSS en présentiel. Ce que ça change avec ce changement de division dans ce nouveau règlement, c'est que les remboursements pour les équipes sont nettement inférieurs. Ils vont quasiment disparaître. Donc en gros, un reste à charge quasi total pour les établissements. Donc ça pose des vraies questions. Et le deuxième point, qui est peut-être plus grave encore, c'est que jusqu'à présent, les championnats de France étaient portés par les services régionaux UNSS. Et ce sont ces derniers qui portaient financièrement le championnat, et notamment l'avance des arts pour l'hébergement. On parle de gros sous, hein, de 5 à 10 000 euros qui sont à avancer
dès le mois de septembre, octobre, pour des championnats qui traditionnellement avaient lieu au mois de mai. Voilà. Depuis qu'ils ne sont plus obligés de le faire, les services régionaux, qui n'ont pas une grosse trésorerie, ne vont a priori pas être très intéressés par la possibilité d'avancer ces sommes-là. N'hésitez pas toutefois, si vous avez des entrées auprès de vos services départementaux ou régionaux dans vos territoires, s'il y a des services qui seraient prêts à porter ce championnat, faites-nous le savoir. Et avec grand plaisir, on travaillera pour l'année 2026-2027 avec ce service départemental et ou régional. En attendant, avec le soutien de la Fédération française des échecs, on a mis en place, et ça existe déjà depuis plusieurs années, mais ça a connu un réel essor depuis 2-3 ans, on a mis en place un challenge national en ligne. Donc, il y a un certain nombre de blocages, peut-être que vous l'avez senti sur vos territoires. Il y a des intervenants, des clubs, des établissements qui ne souhaitent pas participer en ligne. Pour eux, les échecs, ça ne se joue pas en ligne, ça se joue sur un échiquier. On est bien d'accord. Mais étant donné que vous avez entendu les arguments sur le fait qu'on a du mal à organiser un championnat de France en présentiel UNSS, ça permettait de faire vivre malgré tout les échecs à l'UNSS. Et nous vous proposons une nouveauté cette année avec donc un championnat en ligne qui se dispute sur 3 journées. 1700 gamins l'année dernière se sont inscrits. Voilà, ça vient de tout le territoire, des établissements français de l'étranger. Donc il y a vraiment un gros engouement, les élèves prennent beaucoup de plaisir. Et cette année, à l'issue des 3 journées, nous allons organiser une finale pour les 6 premiers de chaque catégorie. Donc catégorie collège, catégorie lycée. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est une priorité également pour la catégorie section sportive scolaire. Donc, cette finale, la commission mixte nationale UNSS n'a pas encore eu lieu, mais l'objectif de la fédération et de la commission scolaire est très clair. L'objectif est que cette finale à 6 se déroule en présentiel. Donc, on aurait 3 phases. La première a eu lieu la semaine dernière. On a 3 phases et à l'issue de ces 3 phases, on a nos 6 premiers. Et ces 6 premiers vont être regroupés sur une journée pour une finale en présentiel à 4 sur le format UNSS. Voilà, donc on sait que ce n'est pas forcément l'idéal, mais ça permet quand même un événement de masse. C'est un levier qui est important pour la fédération et pour l'UNSS, puisque plus de 60% des élèves ne sont pas licenciés à la fédération. Donc voilà, ça représente un vivier sur vos territoires, très clairement, puisque si un de vos collèges s'engage dans cette compétition, ça veut dire que vous avez des joueurs d'échecs. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des établissements. C'est peut-être des élèves que vous allez pouvoir capter dans vos clubs. Et le dernier point, et après je laisserai la parole pour la suite de l'ordre du jour, le dernier point, c'est pas parce qu'il y a ce championnat en ligne que les échecs au niveau départemental, académique, n'existent plus. Donc n'hésitez pas, il existe des académies. L'académie de Créteil, pour ne pas la citer, a déjà organisé son championnat. Il aura lieu en fin d'année et ça marche très fort. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter vos services départementaux, services régionaux. Vous tapez sur Google, vous trouverez leurs contacts en disant voilà, nous, on joue aux échecs. On aimerait des rencontres en présentiel dans notre département, dans notre circonscription, et puis voilà, pour faire vivre les échecs au quotidien. Voilà donc tout ce que j'avais à vous dire sur les sections sportives et sur l'UNSS. Donc je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques sur ce sujet, sinon je repasse la main à Émilie et Stéphane. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions à poser à Julien. Il y a encore 10 minutes pour vous, éventuellement. Et après, vous pourrez bien sûr le contacter par mail ou par téléphone sans souci. Oui, bonjour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, je travaille à Lyon au collège Victor Schœlcher en tant que professeur et je cherche à monter une section sportive échecs. Quand vous dites 2 ans d'attente, c'est après le dépôt auprès de l'inspecteur ou c'est avant? Puisqu'en fait, on a déjà un gros club, les écoles aux alentours pratiquent cette année les échecs.
Et je pense que j'arriverai à remplir ma section échec dès l'année prochaine si celle-ci est ouverte. Et en ce qui concerne le financement, avec le club, mon club partenaire, le P64, on est vraiment en, train, en train de chercher des financements tous azimuts, donc ça devrait le faire aussi. Mais je m'interrogeais du coup sur ce délai de 2 ans qui me paraît long une fois qu'on a déposé la demande. Non, effectivement, très bonne question. Donc, le délai de 2 ans, c'est si, par exemple, ce soir, suite à cette intervention, un établissement souhaite lancer quelque chose. Sinon, c'est un délai d'1 an. Alors, je crois savoir que sur Lyon, j'avoue que je ne me rappelle plus, mais je pense que c'est votre établissement. Le club nous a déjà sollicité au niveau de la commission en nous disant effectivement qu'il y a un projet qui était en cours. Lyon est bien placé pour le savoir, entre guillemets, malheureusement. Le collège Vendôme, donc, qui a obtenu l'ouverture d'une section sportive cette année, a dû attendre une année supplémentaire après sa demande, car en fait, dans cette académie-là, il a été décidé que c'était une ouverture à moyens constants. Donc il fallait attendre qu'une autre section sportive d'un autre sport, en l'occurrence ferme, pour pouvoir, à moyens constants, ouvrir une nouvelle section sportive scolaire. Parce que je ne l'ai pas dit, mais l'ouverture d'une section sportive ouvre le droit à une indemnité pour l'enseignant qui sera en charge de la coordination de ce projet, qui, pardon l'expression, mais c'est ce qu'on appelle une demi-IMP, donc ça représente environ 600 € bruts annuels. Voilà. Il n'y a aucun autre moyen, si ce n'est 600 € bruts, pour financer le collègue qui va mettre la main à la pâte. Donc Alexandre, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est celui que moi j'ai fait, parce que la première année, ma demande a été refusée également. Dans mon cas, c'était car il avait été estimé que les échecs n'étaient pas un sport au niveau de l'inspection pédagogique. Donc voilà, il a fallu faire preuve de diplomatie, expliquer, argumenter. Vous avez maintenant la liste des sections qui existent, donc n'hésitez pas à argumenter en disant d'autres académies l'ont fait, donc pourquoi pas nous. Et surtout, et voilà, ça rejoint la possibilité d'ouvrir dès cette année, rien ne vous empêche à la rentrée 2026, même si vous n'avez pas obtenu l'agrément SSS, d'ouvrir une section sans aucun label. Ça permettra de montrer voilà, que vous avez un vivier, et lorsque votre demande sera étudiée, vous pourrez arguer que vous avez désormais 10, 20, 30 gamins dans votre section. Pardon? Ouvrir une section sans label, c'est-à-dire je fais faire mes 2-3 heures de cours sur le temps scolaire, mais sans que ce soit une section sportive échec? Tout à fait, c'est possible, au même titre qu'il existe des options théâtre, opéra ou chant, je ne sais quoi. Vous pouvez vous rapprocher du chef d'établissement en leur donnant le projet. Et voilà, donc après, au niveau des établissements, donc, outre l'aspect financier, c'est le regroupement dans les emplois du temps qui est souvent difficile. Donc voilà, rien ne vous empêche la première année, par exemple. Moi, c'est ce que j'avais fait la première année. Alors, je ne recommande pas le vendredi soir, mais souvent, c'est ce qui est le plus facile. Ma chef d'établissement m'avait accordé de 15h30 à 17h30 un créneau où j'avais tous mes élèves de section sportive qui étaient regroupés. Ok, ça c'est une première chose. Et non, moi j'ai pas d'autres questions. Merci pour ces réponses. Alors, il y avait Vous m'entendez? Oui, pardon, allez-y. Justement, je vois pas votre nom de famille, mais je vous écoute. C'est Mehdi Boutekmes, donc je suis président du club de la Courneuve et aussi référent scolaire 93 du comité départemental. J'ai une question moi, concernant les sections sportives avec la priorité pour les lycées. Étant donné que la fédération ne fait pas de championnat scolaire pour les lycées, est-ce que y a une possibilité de créer un projet qui soit beaucoup plus pertinent au niveau fédéral à la destination des lycéens pour qu'on puisse avoir la création de, de sections échecs dans des lycées qui convainc un peu plus à la fois les jeunes, mais aussi les établissements. Alors, sur la partie lycée, donc on a parlé tout à l'heure de l'UNSS. L'UNSS, c'est à la fois collège et lycée. Donc, il y a déjà possibilité de s'engager en compétition. Ensuite, mais là, il faut d'abord qu'on arrive à initier. Donc, à titre personnel, moi, j'ai déposé une demande pour septembre 2026 dans un établissement. J'ai bon espoir que cela puisse aboutir. Donc, ça serait le premier en France en section sportive lycée.
Ensuite, effectivement, il y a un enjeu qui sera très important et que nous avons en tête à la commission scolaire et également au niveau universitaire, c'est de pouvoir obtenir la prise en compte de la note pour le bac. Voilà, donc c'est un vrai sujet, mais pour cela, il faut d'abord qu'on arrive à structurer au niveau du territoire. Donc si on arrive à ouvrir un certain nombre de sports-études, un certain nombre de sections sportives scolaires, si dans ces sections, nous avons des sportifs de haut niveau, nous serons très légitimes pour aller frapper à la porte des instances pour obtenir effectivement cette notation au bac qui serait, je crois, ça rejoint votre propos, très importante à la fois pour les familles, les élèves et les établissements. Oui, peut-être pour compléter, bonsoir Mehdi. Il y a notamment donc la région Île-de-France vient de financer l'équipement des 450 lycées de la région avec des kits de matériel qui sont accompagnés, on va dire, des modules qui vont sortir de l'école d'échecs à la française, qui va être un des prochains, peut-être un prochain sujet dont on va parler ici. Mais c'est des vidéos clés en main pour faciliter l'animation d'un club échec de lycée, par exemple. Donc on peut projeter une vidéo de 5 à 7 minutes, sortir l'échiquier mural. Et donc, dès lors qu'on trouve un porteur de projet dans un lycée, donc ça peut être un club qui envoie un animateur, on est sur le club échec. Donc, ce n'est pas un dispositif aidé, ce n'est pas un sport-études, hein, c'est vraiment une initiative au sein du lycée de faire un atelier échec. Les moyens seront donnés, en tout cas les moyens matériels, un kit par lycée en Île-de-France, qui est quand même 450 kits, c'est beaucoup de matériel, ainsi qu'un accompagnement pour les animateurs qui souhaitent faire les cours. Ça peut être l'animateur club, ça peut être un professeur, il faut trouver toujours le porteur au sein du lycée. Mais c'est un dispositif qui arrive, qui sera en place à partir de janvier ou février, le temps que les échiquiers arrivent. Merci Éloi pour ce complément. Alexandre, oui, une dernière question? Oui, c'est vrai que je n'avais pas réfléchi à ça. Enfin, si j'avais réfléchi, mais je n'avais pas trouvé de réponse. Est-ce qu'on la note, est-ce qu'on peut noter les enfants aux échecs en collège? Est-ce que cette note peut servir de bonification comme le latin au brevet? Alors effectivement, on peut les noter. Donc moi, c'est le cas. Donc ça compte dans la moyenne, etc. En revanche, ça ne comptera pas comme le latin ou le chant choral pour le brevet. Voilà, j'ai obtenu l'information là récemment. Ce n'est pas pris en compte. Donc après, c'est voilà, c'est à réfléchir. Je pense qu'une des pistes, une des pistes de travail, dans la mesure où désormais toutes les matières comptent dans le contrôle continu, pourquoi ne pas intégrer cette note directement dans la note EPS? Mais là, ça va partir d'une adaptation de locale au niveau de votre établissement. Ah, je peux m'entendre avec ma chef d'établissement pour compter ça dans le brevet. Elle peut le décider, on peut le décider avec elle sans comme ça. Alors, votre chef d'établissement et l'équipe EPS, dès lors que tout le monde est OK sur le fait que la moyenne d'échecs puisse être intégrée dans la note EPS compte pour l'obtention du brevet dans le cadre du contrôle continu. Entendu, merci. Parfait. Je propose qu'on libère Julien pour ses obligations et n'hésitez pas à le contacter éventuellement. Donc on mettra son mail à la toute fin de la présentation et éventuellement un numéro de téléphone plus le groupe WhatsApp pour poser les autres questions. Effectivement, comme l'a dit Julien, le volet section sportive scolaire et sport-études est un enjeu important pour la fédération. Donc, nous vous aiderons en tout cas dans la mise en place sur vos territoires et de toutes les spécificités aussi que peuvent avoir les académies. Voilà. Je vous propose qu'on reprenne le fil. Merci Julien pour ton intervention en tout cas et ton temps. Surtout pour le challenge IUNSS qui n'est pas fini. Voilà, la première date est passée, mais il reste 2 dates. N'hésitez pas à inscrire aux établissements à ce challenge. Voilà, merci Julien pour ton... Super. Donc, je vous propose qu'on reprenne le fil. Je vais laisser la main du coup à Stéphane Roland, donc notre référent maternel et du secteur maternel et primaire, qui va vous présenter les différents programmes, notamment classe échec,
Matoupion, classe échec Connect et à suivre la boîte à outils. Stéphane, je te laisse la main. Bonsoir à tous, donc Stéphane Roland. J'ai plusieurs casquettes. J'ai été pendant longtemps professeur des écoles et directeur d'école. Là maintenant, je suis professeur de maths en collège. Je m'occupe aussi d'un club pour lequel j'anime. Je suis intervenu dans des écoles. Donc j'ai un peu cette multicasquette qui me permet d'être proche du terrain. Voilà. Je vais couper ma webcam pour souci de fluidité. Voilà. On va aborder les points suivants sur classe échec avec ces différents outils nécessaires et dont j'allais dire un nouveau, mais en fait, Matoupion Connect V2 et la boîte à outils sont trois outils novateurs et qui permettent justement une utilisation, une diffusion bien plus aisée du programme Classe Échec. Classe Échec a été initié donc en 2022. Il continue d'être dans une phase ascendante. J'aurais tendance à dire même une phase encore plus ascendante qui ne cesse de croître. À tel point qu'effectivement, la fédération met en place au fur et à mesure les outils nécessaires qui permettent de suivre ces évolutions importantes. Donc, on le rappelle, hein, Classe Échec est initiée par la Fédération française des échecs en collaboration étroite avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Sports. Alors, pour ceux qui ne sont pas, comment dirais-je, bien entraînés à tous les sigles, c'est un des objectifs de la boîte à outils, de vous donner un maximum de correspondance, mais on parle de l'UCEP et de l'UNSS. Donc l'UCEP, c'est le sport à l'école primaire, et l'UNSS, c'est plus dans le secondaire. Et Classe Échec se retrouve à la croisée des chemins de ces trois grandes entités, institutions, dont le but est la diffusion de la pratique des échecs à l'école pour des visées pédagogiques, alors notamment stimuler la concentration, la logique, mais aussi le savoir-vivre, puisqu'au travers des échecs, on peut travailler l'inclusion, le respect de la règle, le respect d'autrui, et toutes ces valeurs qui font partie maintenant intégrante des programmes. Classe Échec, c'est d'ores et déjà plus de 4000 écoles en France, 5 ou 6 000 enseignants, je crois. Oui, plus que ça, un peu plus de 6 000 enseignants. On estime à plus de 160 000 élèves impliqués dans le programme Classe Échec. Donc, on est déjà sur quelque chose qui est extrêmement volumineux, qui est important, et qui ne cesse de croître au fur et à mesure de l'effet tache d'huile que cela peut provoquer quand on entend qu'un collègue s'y est mis avec toutes les réussites que cela peut entraîner. Il y a eu récemment, l'année dernière, une étude d'Yves Léal qui a montré tout le succès du programme Classe Échec auprès des professeurs des écoles qui, pour la très grande majorité, 80 à 95%, apprécient la mise en place, apprécient les retours sur les aspects pédagogiques, apprécient aussi, comme je le disais, les retours sur le climat scolaire. Donc, Classe Échec, la base, je dirais, au niveau matériel, c'est de proposer aux écoles l'achat d'un kit à moindre frais, hein, puisque l'ensemble est à 90 €, si je ne dis pas de bêtises. Il concerne 10 échiquiers complets de taille 4, particulièrement adéquat à la taille du pupitre des élèves. Le taille 5 aurait pu poser quelques problèmes. Taille 4, c'est vraiment parfait. Un échiquier mural, des brochures et supports qui rappellent notamment les règles. Et donc ça, c'est un outil déjà matériel qui permet aux écoles de pouvoir ensuite travailler avec les élèves.
Classe échec, c'est aussi une plateforme de formation pour les enseignants sur alors, ce que les enseignants appellent le magistère, qui est vraiment une plateforme gérée par le ministère et dans lequel on trouve toutes les formations en ligne sur la pédagogie, sur des aspects didactiques, etc. Et c'est déjà une grande force du programme Classe Échec d'avoir pu être présenté sur cette plateforme que les enseignants connaissent et reconnaissent en termes de sérieux institutionnel. Cette plateforme offre véritablement, et ça c'est important d'insister auprès des enseignants, des séances clés en main présentées par des vidéos, des exercices, des problèmes hebdomadaires, avec une graduation dans les apprentissages et la complexité associée vraiment très 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 bien faite. C'est Yves Léal qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Le travail est d'autant plus remarquable qu'en plus il se partage en trois niveaux. On a vraiment un classe échec 1, 2, 3 pour que les élèves qui en auraient profité une année puissent, avec un autre enseignant, continuer l'année suivante, puis l'année encore après, et ainsi ne pas arriver, entre guillemets, en bout de chaîne trop vite. Donc il y a vraiment pour les enseignants, même s'ils ne sont pas, comment dirais-je, rompus à l'animation en échec, la capacité de donner vraiment les bases aux élèves sur les déplacements, enfin l'échiquier, les déplacements, les maths, mais avec une petite prudence quand même, et c'est là où il y a une différence avec ce que nous, animateurs, référents, CDJE, Ligue, pouvons apporter, c'est que la visée du programme Classe Échec pour un enseignant, elle est pédagogique. C'est-à-dire que l'enseignant, lui, ce qu'il va rechercher en premier lieu, et les inspections, les inspecteurs, ils sont très vigilants, c'est un intérêt pédagogique d'apprentissage, ensuite transversal dans la classe. Donc effectivement, il y a ensuite des ponts à faire avec l'enseignement des maths, évidemment, mais le savoir-vivre au sein de l'école. On peut rebondir de toute façon sur la plupart des projets d'intervention extérieure, mais effectivement, il y a cette visée pédagogique qui est très, très importante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre avant que je passe au sous-sujet suivant. Oui, j'en profite pour dire que le programme Classe Échec n'est pas là, évidemment, pour remplacer les animateurs de club, on est bien d'accord. Peut-être au début, certains avaient une petite appréhension à ce sujet. Le but est vraiment d'initier les enseignants à encourager la pratique du jeu d'échecs sur le temps scolaire et à visée éducative. Et la pratique montre aussi que ces enseignants-là veulent plus après. C'est-à-dire que le programme, à un moment donné, s'arrête, peut-être que les séances pourraient perdurer. Et dans ce cas-là, le club, les comités, les ligues peuvent intervenir à ce moment-là en sorte d'expert qui va permettre d'aider l'enseignant sur son temps scolaire à lui, à aller plus loin dans la pratique, à pourquoi pas aller sur les championnats scolaires ou ce type de pratique. Donc c'est vraiment un travail en coopération avec l'enseignant qui se met en place, comme le veut l'académique, de toute façon, qu'on soit bien clair. L'animateur ne peut intervenir sur le temps scolaire sans l'enseignant. Le but est vraiment de faire partie du socle commun de connaissances pour les élèves. Mais voilà, l'animateur va venir en renfort et c'est d'autant plus qualitatif d'ailleurs pour l'intervention vis-à-vis de ça. Voilà, sachant que oui, effectivement, comme je l'ai là, oui, les élèves vont très vite, ils ont une bonne appréhension là-dessus. C'est très ludique, on sait les vertus du jeu d'échecs vis-à-vis de ça. Donc ils vont être demandeurs. Et donc c'est là que les enseignants vont être demandeurs auprès des comités, ligues, référents classe échec, pour aller chercher plus sur leur territoire. Et c'est là que les animateurs vont pouvoir intervenir. Je vois qu'il y a une question éventuellement de Philippe Kellman, si je ne me trompe pas. Vous m'entendez ? Oui. Parfait, super. Merci beaucoup. Je confirme d'ailleurs. Donc, Philippe Kallmann, je suis référent classe échec dans l'Académie de Créteil, animateur depuis très longtemps, 20 ou 25 ans, et nouveau président de club avec un club féministe que j'ai créé à Champigny sur Marne. Et je souscris à ce qui vient d'être dit. Effectivement,
plus on développe les échecs, plus ce sera bénéfique pour les animateurs, parce que je me rends bien compte que les enseignants sont ravis d'avoir un animateur professionnel qui les épaule. Donc, plus on va diffuser les échecs, plus on va offrir des outils, entre guillemets, clés en main, plus les animateurs d'échecs professionnels pourront en profiter. Donc, ça fait 20 ans que je donne des cours d'échecs moi-même, et c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu abandonné à mon sort, ce qui est intéressant, passionnant aussi. Mais c'est vrai que là, je trouve que la FFE a vraiment fait un travail exceptionnel, notamment avec cet outil classe échecs. Et j'ai simplement une petite interrogation à faire par rapport à cet outil classe échecs, notamment le kit. J'en avais déjà parlé dans le cadre de la Ligue Île-de-France. Je trouve que c'est pas parfaitement adapté à une classe, un kit classe échec, parce que dans une classe, c'est extrêmement rare qu'il y ait 20 élèves. Normalement, il y en a toujours au moins 23, 24, voire 25. Donc, il me semblait que ce serait plus pertinent de mettre 15 échiquiers dans un kit. Et aussi, je pense que l'échiquier mural, qui doit revenir quand même assez cher, finalement, moi, je l'utilise, mais vraiment, je l'utilise plus jamais à cause des outils informatiques qu'on a en classe, hein, avec les tableaux numériques. Et je pense aussi que les règles du jeu, je pense aussi que c'est pas nécessaire. Moi, je les distribue jamais, on les utilise jamais. Donc, je pense que l'idéal, ce serait d'avoir 15 échiquiers. Et je pense un petit truc, hein, c'est vraiment un détail, mais l'autocollant que vous rajoutez, ça par contre, ça c'est vraiment très bien, parce qu'après moi je demande à l'enseignant de coller l'autocollant, par exemple, dans sa classe ou sur sa porte, et ça fait une superbe pub pour les échecs. Merci Philippe. Je vais me permettre de rebondir. Oui, pour conclure, mais ça a déjà été dit maintes fois, l'objectif, c'est vraiment que les professeurs soient à l'aise et qu'ils voient des bénéfices sur leur classe, sur l'éducation des enfants, pour qu'ils en parlent autour d'eux. Quand on équipe une école, ce qu'on veut, c'est que la classe d'à côté fasse échec l'année d'après et celle d'à côté aussi. En fait, on a vraiment un petit peu cloisonné l'éducation nationale d'un côté. Il faut vraiment initier les enfants pour toutes les vertus que ça fait pour pour eux en tant qu'enfants qui étudient et qui apprend le socle commun de connaissances. La passerelle club, c'est un autre sujet. Et donc, dans cette volonté de garder les professeurs intéressés et actifs sur le programme classe échec, il y a 2 dispositifs en plus, donc je vais les citer là quand même, il me semble important. En fin d'année, on a le défi classe échec. Donc ça, c'est une animation nationale pour l'ensemble des écoles qui ont fait classe échec, où tout le monde peut participer. C'est interactif. Il y a des champions ou championnes nationales qui viennent, hein, Marc Léry ou Laurent Fraissinet. Et c'est une animation qui est très prisée par les professeurs. Ils fixent leur matinée, ils la prévoient en avance, et c'est quelque chose d'intéressant. Et une fonctionnalité digitale qu'on va mettre, donc avant qu'on parle de Matoupion, je pense que c'est prévu de parler de Matoupion plus en détail, mais on va faire les parties interclasses pour que le professeur puisse défier un autre professeur ou une autre classe distante, donc une classe correspondante. On communique plus par courrier, mais par des coups d'échecs avec des commentaires. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est de nature à stimuler ce réseau de professeurs en école primaire pour faire classe échec une année, puis une autre année, puis embarquer avec eux d'autres professeurs. Et Philippe, donc du coup, je prends ta remarque très à cœur, on mettra plus d'autocollants. C'était une petite idée que j'avais eue comme ça, je m'en rappelle encore, j'avais insisté pour mettre cet autocollant dans les kits. Je suis ravi qu'on s'en serve. Voilà. Donc, merci du témoignage. Merci Éloi pour j'avais programmé d'en parler au printemps de toutes ces choses-là, mais c'est très vrai que tu en aies parlé dès à présent pour teaser un peu et donner envie. Par contre, le fait qu'il y ait 10 échiquiers au lieu de 15, est-ce que ça, c'est quelque chose que d'autres personnes ont? Et bah, Émilie et Stéphane me diront, hein, mais on peut envisager d'avoir, je voulais vraiment avoir quelque chose de simple et unique et facile, donc une seule référence, mais on peut envisager une deuxième référence qui serait 14 jeux et pas de mural. Ça me paraît possible pour répondre ce serait parfait. à ta question. Ouais. L'intérêt était aussi de mettre à disposition le plus facilement possible et le moindre coût possible aussi pour les écoles, hein, ce genre de kit. Donc c'est aussi pour ça qu'on est parti sur des échiquiers.
sachant que certaines classes ont la chance d'être un peu moins que 23-25, mais bon, je suis d'accord, c'est pas la majorité. Il faut aussi penser qu'il y a certains kits aussi qui sont disponibles gratuits dans les écoles rurales, donc 3 classes et moins. Donc ça, j'ai pu en parler au point info fédéral, mais si vous n'étiez pas au courant, incitez bien vos écoles qui ont 3 classes ou moins, donc dans la ruralité vraiment importante, qui ont la possibilité de demander un kit gratuit. Donc voilà, si ça peut les inciter d'autant plus, on sait que ces écoles ont peu de budget, donc c'est pour ça que la fédération a souhaité mettre à disposition ces kits en priorité sur ces secteurs. Alexandre, éventuellement, tu as une question ou ta main est restée levée? Je ne sais pas si c'est... Ok. Je vais laisser Stéphane continuer du coup sur le reste du... Non, désolé, excusez-moi. Oui, donc je continue. Alors, en fait, comme je le disais tout à l'heure, ce programme classe échec évolue avec son succès. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, oui, la structure, l'accompagnement de la fédération pour les clubs, les CDJE, les ligues, les écoles doit évoluer. Tant mieux, évidemment, mais ça nécessite la réactivité actuelle, une volonté forte de la fédération de pouvoir justement faire continuer, de faire s'épanouir ce programme. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs points importants. Alors, on est là sur des projets. Il y en a 2 qui vont arriver plus ou moins rapidement. C'est de voir, devant le succès de Classe Échec, alors, ce qu'on appelle le primaire, en fait, si on parle un peu précisément, le primaire, c'est la maternelle et l'élémentaire, donc du CP au CM2. Donc en fait, on devrait plutôt dire que aujourd'hui, Classe Échec est plutôt destiné à l'élémentaire, pour des élèves qui ont entre 6 ans et demi, 7 ans et 11 ans. Et l'objectif, c'est justement de pouvoir continuer cette dynamique, se poser la question du que faire de ces élèves qui sortent de l'école et qui ont peut-être eu 1, 2, 3 ans de Classe Échec. Et comme l'a expliqué Julien juste avant, c'est de poursuivre cette dimension dans les collèges puis dans les lycées. Donc on s'aperçoit qu'actuellement, on sait que dans les collèges, il y a de nombreux clubs, comme disait Julien, ça joue aux échecs, mais le tout, c'est là aussi de structurer, d'aider, d'accompagner les clubs qui sont très nombreux à proposer échecs et devrait donc, arrive après les vacances, là, une série de vidéos qui, en partenariat avec l'école d'échecs à la française, pour aider les clubs, alors soit parce qu'ils ne sont tenus que par des élèves et quelques surveillants, ou par des professeurs qui n'ont pas forcément là aussi de grandes compétences en échecs, de pouvoir proposer un support, des ressources vidéo qui permettent d'approfondir les notions. Et de pouvoir là aussi alimenter une passion, l'envie d'aller plus loin dans les échecs. Et en symétrique à ça, il a été aussi décidé de créer des outils qui seraient plus spécifiques à la maternelle. Donc là, sur les premiers éléments liés aux échecs, la découverte de l'échiquier et différents points qui permettent aux élèves de grandes sections notamment de pouvoir se lancer dans les échecs. On a de nombreux très grands champions qui témoignent que leur première inspiration dans les échecs date de leurs 4 ans et demi ou 5 ans. Ça existe. Alors évidemment, ces apprentissages-là sont adaptés à l'âge. Ce n'est pas le même programme, simplement en plus lent ou en plus simple, mais c'est aussi d'autres notions qui seront abordées. Alors, classe échec collège, ça arrive rapidement là. Classe échec maternelle, on est sur plutôt un temps un peu plus long. Et pour compléter, effectivement, classe échec maternelle est en cours de création.
Classe échec de collège est en cours de diffusion. Voilà. Donc, Classe échec collège, comme tu l'as dit, Stéphane, s'appuie sur l'école d'échecs à la française. Donc, c'est un programme qui a été développé, qui est un souhait de l'équipe en place au niveau de la fédération, donc de doter à l'ensemble des clubs un programme à destination des animateurs, entraîneurs de clubs, pour donner un cadre et des leçons communes sur l'ensemble du territoire pour ceux qui le souhaitent. Donc, dans cette même mouvance, on peut s'appuyer sur ce programme École d'échecs à la française, notamment sur le niveau 1, pour créer une extension vis-à-vis des collèges. Effectivement, on connaît les clubs échecs qui sont sur la pause méridienne. Voilà, on a 45 minutes, qu'est-ce qu'on leur fait faire? Ils jouent en libre, parfois ils ont besoin d'apprendre des choses. On a de moins en moins d'animateurs. J'ai vu un message, voilà, il y a de plus en plus de demandes et on a moins d'animateurs à disposition du coup. Et donc, ça permet à un enseignant, à un pion, à un surveillant, à un animateur d'avoir un programme à diffuser. Notamment dans les collèges qui sont souvent équipés de vidéoprojection, des choses comme ça. Donc, ce sera des leçons en vidéo disponibles normalement bien avant la fin de l'année qui arrive là et qui va s'agrémenter de plus en plus. Donc, c'est une série de 48 vidéos au total, ce qui permet en collège de couvrir 1 ou 2 années largement. Voilà. Je vois qu'il y a une question. Stéphane? Oui. Oui, bonjour. Stéphane Dudognon, je suis responsable des scolaires pour la Haute-Savoie. C'est pour le classe échec collège, donc il va y avoir des vidéos. Est-ce qu'il va y avoir des échiquiers aussi ou pas, ou non? Alors, sur les vidéos, oui, il y aura des vidéos. Sur les kits classe échec collège, on est en train de réfléchir à la question, effectivement, pour permettre d'équiper ce type de collège. Comme l'a dit Éloi, on peut équiper déjà des lycées. On a eu la demande en Ile-de-France. Je pense que cette possibilité-là va arriver. Je laisse Éloi compléter sur ce sujet. Oui, je vais rebondir là-dessus. Alors, c'est vrai que, bon, on s'est équipé en logistique pour répondre à la demande d'échiquiers à bas prix. Donc, notamment classe échec, mais aussi donc, maintenant les lycées avec des jeux taille 5, donc des grandes pièces, des pièces plus grandes, plus adaptées, voilà, qu'on met dans des boîtes de kits avec des étiquettes, donc qui se stockent bien aussi. On a aussi un kit maintenant pour les classes Ulysse, avec une méthode particulière qui a été faite par une professeure d'Ulysse, mis en place depuis 4 ans et testée et validée par des groupes de travail, donc qui est aussi financée par la région Île-de-France, mais qui existe. Et probablement, Émilie, si vous êtes d'accord, la commission, vous pouvez proposer un kit collège ou un kit lycée qui serait adapté au collège, peu importe, et on rajoutera ça dans Connect avec différents types de kits, différents types de matériel pour les usages qui conviennent, quoi. Ça paraît important. Je serais pas très à l'aise d'envoyer des échiquiers taille 4. Le kit classe échec en collège, ça me paraît pas génial. Donc je pense qu'il faut envoyer des vrais jeux, peut-être envoyer des pendules. On a des pendules, donc je peux vous donner le tarif de la pendule la moins chère du monde, qui a un balancier qui fonctionne et qui est très bien, qui est une pendule digitale. Ça coûte 7 € quand on l'achète à la sortie d'usine en Chine. Donc on peut rajouter ça dans les kits et toujours garder un prix très acceptable et très donc c'est aussi quelque chose qu'on peut envisager. Il y a une question dans le chat, s'il est possible de faire des propositions et soumettre des idées dans le programme maternel, et si oui, qui faut-il contacter? Ce classe échec maternel est développé par Yves Léal, qui est aussi à l'origine des cours magistères, des ressources classe échec primaire sur magistère. Là, je ne sais pas répondre si effectivement il y a la possibilité de soumettre des idées. Je peux reprendre la main, juste, Éloi, pardon. Je peux reprendre la main juste sur ma question initiale, justement. Je donne simplement l'expérience en Haute-Savoie. On a eu des prêts de pièces du CDJE dans un collège, le collège Les Barades, dans lequel on intervient.
qui a eu vraiment beaucoup de succès. Ils ont une implantation spécifique avec une salle qui est au centre du collège, avec 45 joueurs la première séance. Donc, parfois, est-ce que ce ne serait pas des prêts d'échiquier plus que vraiment un kit? Est-ce que ce n'est pas ça aussi une solution? Alors là, je serais tenté de répondre, mais je répondrai plutôt après sur pour Yves Léal. Mais là, c'est quand tu as 45 personnes qui viennent, c'est probablement une initiative club, je pense. Enfin, il Oui. faut qu'il y ait une dynamique quand même assez forte qui se soit créée. Et là, probablement solliciter le club est une bonne chose. Il n'empêche que avoir dans le CDI ou dans un endroit du lycée ou du collège des jeux en accès libre. Donc ça, c'est un kit, c'est pas un prêt. Justement, on va s'équiper, on va mettre la boîte en accès plus ou moins libre. C'est aussi une bonne chose au cas où, hors séance, des jeunes veulent se mettre à pratiquer, à jouer sur leur pause méridienne. Mais je pense qu'il y a deux usages qui sont différents. Là, Stéphane, il y a effectivement, quand tu as 45 personnes, il faut un animateur club, a priori, hein, Oui. qui va venir caler tout ça, qui peut peut-être laisser son matériel au lycée, peut-être que le CDJE peut aider, ou en tout cas donner l'impulsion. Et après, Oui, il faut que le lycée réponde aussi un peu présent quand il y a 45 enfants qui viennent pour un Oui, là, sport. Il faut aider. Ouais. c'était un collège qui a acheté les pièces juste après, justement. Donc ça, c'est Ouais. très bien. Et je rebondis Ouais. juste sur les pendules, c'est très bien. Et d'ailleurs, sur les classes échecs aussi pour les écoles. Le club, je suis aussi président du club Alex Échec en Savoie, et on intervient aussi dans l'école des Glaisins, qui est classe échec en primaire, et qui a eu malheureusement beaucoup de succès, parce qu'en une année, ils sont déjà qualifiés pour les championnats de France. Et maintenant, en fait, ils auraient besoin de pendules pour s'entraîner. Voilà, j'ai fini. Et je vais peut-être répondre pour Philippe. Oui, tu peux bien sûr soumettre des idées à Yves. Je pense tu peux lui envoyer un mail, hein, ou tu l'envoies à Émilie qui lui transférera. Ils ont un groupe de travail avec donc qui est en test continu. C'est-à-dire ils ont des idées et il y a 4 maternelles sur lesquelles c'est testé en direct et les retours sont faits en direct. Parce que on va dire une formation maternelle, c'est très très particulier. Enfin, moi, Yves me l'a décrit. Ça n'a rien à voir effectivement avec une primaire ou encore moins collège-lycée. Si aussi je peux compléter par rapport à ce que tu disais, Stéphane, à partir du moment où une classe, enfin une école classe échec commence effectivement comme ça à être dans les compétitions, à performer et tout, encore une fois, hein, c'est là où il y a une plus-value réelle de la relation avec le club, avec les CDJE, pour avoir un animateur, pour avoir peut-être du matériel spécifique, et à ce moment-là, plutôt peut-être en prêt, parce que les pendules sont chères, hein, mais effectivement, on sort un peu de ce cadre pédagogique, enseignement académique et transversaux. Là, on est plus effectivement dans la performance. Donc, encore une fois, c'est... Ouais. Malheureusement, encore une fois, c'est là où classe échec a un certain succès aussi dans la performance. Tout à fait. Ah bah oui. Je vous propose... Je vois qu'il y a une question de Lauriane, éventuellement, si vous voulez intervenir. Bonsoir. Alors, je me présente, j'ai aussi quelques casquettes différentes. Je suis donc maman d'un joueur qui est en section sportive scolaire au collège. Je suis enseignante en élémentaire et je suis vice-présidente d'un club d'échecs aussi à Lyon. Voilà, donc ça fait pas mal. Donc dans mon école, merci. Dans mon école, les échecs se sont pas mal développés. Je me suis inscrite au dispositif classe échecs il y a 4 ans. Et petit à petit, les autres classes ont été très intéressées. On a maintenant 11 classes qui participent au dispositif. On a un animateur qui vient sur le temps scolaire, toutes les semaines. Et les élèves donc, ont beaucoup progressé en 4 ans. Ils ont participé au championnat scolaire depuis 4 ans également. Et ils s'entraînent régulièrement avec des pendules, justement. Donc, on a réussi à s'acheter des pendules, des DGT, grâce aux bénéfices qu'on a fait sur les tournois de l'école qu'on a organisés. Aussi, on a créé, dans mon école, j'ai créé un club d'échecs le soir. Il y a 45 adhérents.
Donc, ça a fait aussi quelques bénéfices qui nous ont permis d'acheter du matériel, des pendules, des jeux, etc. Et je me demandais justement, par rapport aux pendules, vous pensiez en mettre combien dans le kit? Parce que s'il y a juste quelques pendules, c'est très vite juste dans une classe. Voilà, moi, dès qu'on sort les pendules, tout le monde en veut. Il faut vraiment s'entraîner. On s'entraîne pour les championnats scolaires et voilà, on s'entraîne pas. Enfin, on peut pas proposer que à 5-6 élèves de s'entraîner, c'est un peu compliqué. Ouais, peut-être, Émilie, ça sera à toi de faire un. Enfin, c'est à vous de dire. Parce que voilà, après, il y a le prix du kit et on ne fera pas deux références. Voilà, donc il faut bien réfléchir, peut-être sonder un peu, bien comprendre comment ça se passe et les besoins, et puis nous dire. La Après, on logistique reviendra suivra. vers vous, c'est ça, à ce sujet, et peut-être effectivement pour proposer des kits pour faciliter l'envoi, hein, parce que je pense bien que les personnes qui mettent en paquet derrière, c'est un peu complexe. Donc, proposer toujours un prix abordable, mais à réfléchir effectivement comment le package. On fera des propositions et puis on reviendra vers vous éventuellement, savoir ce qui est le plus, encore une fois, sur le terrain, qu'est-ce qui est le plus adéquat. Oui. Ok. Stéphane, je te laisse poursuivre assez rapidement, qu'on puisse. Oui, je vois que le temps Les avance. sujets sont vastes. Donc, deux autres outils en lien avec Classe Échec. Donc, le premier outil numérique est la plateforme Matoupion, hein, qui permet de manière progressive de proposer des exercices aux élèves sur toutes les notions importantes du jeu, d'un niveau grand débutant jusqu'à des exercices qui donnent du fil à retordre. Ces exercices sont interactifs au sens où voilà, on ajuste, on a faux. On est sur quelque chose qui rappelle effectivement ce qu'on peut connaître sur des grandes plateformes de jeux en ligne, mais dans un environnement qui est sécurisé, qui est connu et qui permet effectivement, encore une fois, à l'enseignant de pouvoir y emmener ses élèves sans craindre des problèmes de chat et autres. L'enseignant peut piloter, voir les résultats de ses élèves, hein. Il y a différents niveaux en fonction des exercices réussis ou qui posent un peu plus de difficultés. Donc on est effectivement sur, encore une fois, hein, la proposition d'un outil dans le cadre de Classe Échec et qui permet d'éviter aussi que l'enseignant propose à ses élèves d'aller sur une plateforme extérieure. J'ai pas la date exacte de mise en comment dirais-je à l'utilisation pour les écoles. Éloi, je te laisse. Ouais. Oui, alors, donc c'est un produit qui est, enfin, non, c'est pas un produit d'ailleurs, c'est un site ou une application qui est récente et qui est pensée un petit peu. C'est pour les enfants évidemment. Vous voyez le petit chat qui est très chouchou, le parcours de progression qui est effectivement très simple, qui sont des parcours qui sont liés aux séances de classe échec. C'est déjà en place, donc on peut créer un compte test là si vous souhaitez tester sur matoupion.fr. Donc ça, vous pouvez y aller. Et quand vous êtes professeur, alors c'est encore mieux. Vous pouvez aller sur Classe Échec Connect, inscrire votre classe à Matoupion, mettre les noms ou les noms prénoms de tous vos élèves. Là, le système va automatiquement faire des PDF avec des identifiants et mots de passe, qui sont des noms d'animaux avec un chiffre et un petit mot de passe, accolés dans les cahiers de correspondance. Il n'y a pas besoin d'email pour se connecter, c'est complètement sécurisé. Et les enfants peuvent aller s'entraîner. Et en tant que professeur, vous voyez qui a participé, qui avance, qui trouve les exercices dans la classe. Donc, vous pouvez aussi voir ça avec eux. C'est pas complètement. Alors, tout fonctionne très bien. Moi, je trouve que les problèmes sont encore un peu trop durs. Donc, on a peut-être un peu de retour à faire avec les professeurs, avec les premiers qui sont en train de le mettre en place ou de le tester. Mais c'est déjà pleinement fonctionnel. Donc, en tant que joueur, vous pouvez aller sur matoupion.fr. En tant que professeur, vous pouvez inscrire la classe avec connect.classéchec.fr. Et c'est effectivement, Stéphane, une passerelle, puisque quand l'enfant revient à la maison et joue aux échecs sur l'ordinateur plutôt que d'aller sur TikTok ou sur YouTube, ça fait un effet auprès des parents qui vont être les premiers prescripteurs de l'inscription au club, qui est assez important.
Est-ce que je passe au point suivant? Y a-t-il des questions? Bon. Comme l'a présenté Émilie tout à l'heure, effectivement, la première plateforme Classe Échec Connect qui permettait aux établissements, aux enseignants de s'inscrire était pas forcément était victime de son succès et ne permettait pas une gestion avec des milliers, plusieurs milliers d'écoles et d'enseignants. Donc là est sorti Classe Échec Connect V2 qui effectivement est bien plus solide et fluide. On vous a mis en haut un scan d'écran de la façon dont ça se présente pour l'enseignant, et puis effectivement en bas le point de vue fédération, où effectivement on arrive à pouvoir pour l'enseignant inscrire son établissement, inscrire, demander le kit classe échec, et puis pour la fédération, avoir un accès beaucoup plus base de données sur l'ensemble des établissements, des professeurs, et c'est là où on voit aussi les classes Matoupion et les élèves qui se sont connectés. On a aussi un regard à ce niveau-là. Ça permet une gestion bien plus facilitée pour l'équipe classe échec, un suivi en temps réel et un outil partagé qui permet effectivement de pouvoir suivre le nombre grandissant de professeurs et d'écoles classe échec. Tout à fait, surtout que, comme le dit Stéphane, la première, alors il y avait des accès CDJE Ligue qui étaient en place. Ces accès vont, donc on a eu quelques questions depuis la nouvelle mise en place de la plateforme, ces accès vont être aussi à disposition. On est en train de clarifier justement quels sont les besoins des référents au niveau des comités et des ligues sur ce qu'ils ont besoin de voir en fait sur cette plateforme pour leur donner accès aux données. On a eu beaucoup de demandes à l'époque de savoir combien d'écoles étaient inscrites dans mon secteur, qui a commandé des kits, où est-ce que ça en est. La plateforme n'était pas dimensionnée pour. On est victime de son succès, c'est vraiment le cas. Là, l'idée, c'est que maintenant, on puisse réellement avoir ce suivi-là plus précis pour vous aussi, référents, et vous faciliter votre vision du territoire. Et si vous voyez qu'il y a des écoles qui n'ont pas de kit, peut-être aller les voir, les démarcher pour leur proposer des kits, etc. Donc, ces accès-là vont arriver pour les référents. Un peu de patience, ça vient d'arriver tout juste. La plateforme Matoupion a pris beaucoup de temps aussi à la commission Internet SI. Donc, ces accès vont arriver sous peu et on vous fera une communication un peu plus spécifique dans la boîte à outils dont va parler Stéphane juste après. Je passe au point suivant. Donc, encore une fois, autre outil, on s'aperçoit qu'effectivement, sur nos différents territoires, chaque territoire a ses spécificités, les clubs, les CDJE, l'historique aussi, évidemment. Donc l'objectif, c'est d'accompagner les clubs, accompagner aussi leurs échanges qu'ils peuvent avoir avec les écoles, l'institution. Avoir aussi peut-être une crédibilité, on va dire, en tout cas une cohérence globale sur cette communication, sur ces initiatives auprès du scolaire. Et donc tout ça nous a fait émerger l'idée de la création d'une boîte à outils qui contiendrait déjà, et ça peut être important à utiliser, alors après à adapter à chacun, mais des plaquettes de communication pour soit celles qu'on peut donner aux écoles, qui présentent effectivement tout l'intérêt de se lancer dans le programme Classe Échec, de pouvoir aussi solliciter le club pour un accompagnement à la mise en place, ou ensuite, comme on le disait tout à l'heure, à aller plus loin dans l'apprentissage des échecs, et de la même façon, des plaquettes liées au TDJE, au club. On s'aperçoit aussi qu'on connaît, quand on est en relation avec l'institution scolaire, au revoir Éloi, que
l'éducation nationale a quand même son organisation propre, à ses sigles, à sa structure à elle, et que voilà, il n'est pas toujours évident, loin de là, d'en comprendre les tenants, les aboutissants. Peut-être éviter aussi quand on contacte une école, quand on contacte même une inspection, ou qu'on se fait contacter par une inspection, un conseiller pédagogique, pour voilà, demander des autorisations, éventuellement un agrément ou des choses comme ça, avoir le bon vocabulaire, avoir la bonne, tout de suite les bons mots, savoir ce que la DSDEN, savoir ce que c'est qu'un IEN, qui a le pouvoir sur qui. Souvent, on entend parler du rectorat. Le rectorat, dans le primaire, a finalement quasiment aucune influence, en tout cas aucune directe. On parle plutôt de l'inspecteur local, inspecteur de l'éducation nationale, qui lui-même répond au directeur académique. Anciennement, c'est ce qu'on appelait un inspecteur académique. La DSDEN, c'est la direction des services départementaux. Et tout ça, donc, on s'est dit, avoir une documentation avec cette structuration de l'éducation nationale, son cadre réglementaire aussi, puisque voilà, le travail de l'inspecteur, c'est de vérifier que l'ensemble des textes sont appliqués. Un peu comme aux échecs, on part avec les mêmes règles. Si on n'a pas ce vocabulaire-là, ça peut rendre la communication très délicate. Dans la même ordre de grandeur, on vous propose différents courriers types, alors que ce soit pour écrire à l'inspection, pour écrire à une école, pour écrire au collège et au lycée, on n'utilise pas les mêmes termes, le même vocabulaire, les mêmes leviers aussi. Donc après, tous ces outils vous sont, comment dirais-je, vous sont présentés, mais à vous de les adapter en fonction évidemment de vos projets, de votre territoire, de vos connaissances en termes de relations. Mais en tout cas, voilà, ça peut permettre à des personnes qui voudraient aussi se lancer auprès des écoles, auprès des collèges et lycées, de pouvoir prendre pied sur quelque chose qui est construit et qui voilà, est attendu aussi par les chefs d'établissement en termes d'appellation, de termes et d'organisation. Donc, vous aurez accès à un ensemble de documents. Il y a une sorte de fiche mode d'emploi qui explique un peu le rôle de chaque document. Vous aurez aussi la liste des référents classe échec par académie, puisque ces personnes-là peuvent vous aider dans vos relations avec les écoles, dans vos relations avec l'institution. Et voilà, on s'est dit que l'ensemble de ces documents pouvait aider, accompagner, sans que ce soit... Il n'y a rien qui est prescriptif, c'est vraiment quelque chose qui permet un support pour initier cette communication. Tout à fait, l'idée c'est vraiment de vous appuyer, c'est toujours dur de se retrouver dans un autre langage, des choses comme ça. Aussi, beaucoup de programmes de la fédération sont mis en place, vous voyez, là on parle de Matoupion, on parle de classe échec V2, de classe échec. Voilà, il y a des choses qui arrivent, qui sont de la fédération, qu'il faut que vous, ligue, comité, club, puissiez digérer et vous les approprier. Donc ça vous permet d'avoir une sorte de petit guide de mise en pratique des choses et de pouvoir vous approprier ces supports, les comprendre les enjeux et vous approprier ces outils pour les utiliser sur votre territoire et vous faciliter votre travail, parce qu'on sait que c'est pas facile avec les différents interlocuteurs, etc. Donc voilà, tout comme le dit Émilie, tout ça, ce sont un ensemble d'outils facilitateurs qui permet aux uns et aux autres, que ce soit les référents, les animateurs, les clubs, les CDJE, les ligues, de pouvoir assurer leur rôle dans cette explosion de la pratique des échecs dans le milieu scolaire. La boîte à outils ne se destine pas qu'aux primaires, comme vous l'avez entendu juste avant. Il y a aussi des modèles de courrier en ce qui concerne le secondaire, parce qu'en effet, on ne s'adresse pas à un principal ou un proviseur comme on s'adresse à un inspecteur ou un directeur d'école. Ce n'est pas les mêmes responsabilités de ces différents rôles, ce n'est pas les mêmes titres.
Donc effectivement, il y a une certaine prudence à avoir par rapport à ça. On a certains chefs d'établissement qui sont relativement soucieux voilà, des schémas de communication, et c'est dommage, voilà, de passer à côté de ça juste par manque de connaissance du milieu. Comme on le met, hein, c'est très important, et c'est vrai que je ne sais plus si on l'a dit depuis le début, un des objectifs, c'est aussi d'avancer avec vous, et si vous voyez que dans cette boîte à outils, il manque des choses ou des choses doivent évoluer, n'hésitez pas à nous en faire part. On est vraiment sur un objectif de co-construction. On sait très bien que voilà, on est tous ensemble dans le même bateau pour faire avancer les échecs, que ce sont des milliers d'écoles, d'établissements qui s'y mettent. Donc c'est quelque chose qui est énorme et qui nécessitera très vraisemblablement des évolutions, forcément. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Émilie? Non, très bien. Bah, merci Stéphane sur cette présentation. Si certains ont des questions, alors la boîte à outils n'est pas tout à fait encore disponible, hein, on est en train de voilà, la mettre en place. Merci. On la mettra à disposition donc, sur le secteur scolaire dans la rubrique FFE, donc ce sera sur le côté à disposition permanente, comme l'est actuellement Matoupsion ou ce genre d'éléments. Corentin Boulanger, je vous en prie. Oui, bonjour. Je voulais peut-être parler de le dispositif partie majoritaire qui a été mis à disposition des CDGE, ligues et éventuellement clubs, il me semble aussi. C'est un outil j'ai la chance de faire partie d'un CDGE. C'est un outil qu'on voudrait déjà utiliser dès maintenant. Parce qu'on a aussi la chance d'avoir du matériel de diffusion et d'avoir des joueurs qui seraient prêts à faire cela, et donc de solliciter toutes les écoles dans l'académie de Lille que je représenterai. Est-ce qu'il serait possible donc d'avoir peut-être une sorte de guide d'utilisation, parce que il est possible de tester, mais c'est assez flou en termes de comment contacter l'école, etc. Parce que les référents classés, les référents dans les écoles sont pas forcément les animateurs en question, mais parfois sont les principaux de collège ou etc. Donc c'est pas évident d'avoir la bonne personne. Donc je voulais savoir si ce serait notamment inclus dans la boîte à outils. Oui, alors tout à fait. Alors sur le dispositif partie majoritaire, alors il a été créé il y a quelques années au lancement de Classe Échec notamment. Ce dispositif est en cours ils sont en train de le refaire en partie parce qu'il était calé sur un seul modèle de partie. Donc les joueurs, c'était pas forcément en direct, on n'avait pas forcément un temps inclus. Enfin voilà, c'était vraiment sur un seul modèle qui était calé pour un événement en particulier. On s'est rendu compte que la plateforme il y avait une vraie volonté de l'utiliser beaucoup plus dans d'autres domaines. Et donc, la commission numérique est en train de travailler sur une version un peu améliorée de ce système de partie majoritaire, comme l'a pu l'évoquer Éloi tout à l'heure, notamment pour permettre aux écoles de jouer entre elles, ou des fois, il y avait le dispositif jouer contre mon maire ou des choses comme ça. Donc ça, c'est en cours de réflexion, effectivement. Nous, on suit avec la commission sur l'ESI, la commission numérique là-dessus. Ils nous consultent et là, ils viennent de finir Matoupsion. Voilà, il y a encore le petit réglage. Et donc, je crois que c'est leur prochain chantier avec en parallèle du site fédéral. Donc, évidemment, une fois que ça sera fait, on fera une notice à destination des comités. C'est prévu, pas de souci. Merci. Bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on laisse la parole à Alain sur les championnats scolaires. Très bref mot, puisqu'il y aura une visio spécifique sur ce sujet, mais comme ça permet de faire une première relance et que Alain ne soit pas assailli de mails au dernier moment. Donc, Alain, si tu es avec nous, je te laisse présenter sur les championnats scolaires. Bonjour, je suis avec vous. Par contre, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai un problème de son d'ordinateur tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais plus de son. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon? Ok, merci.
Ok, je vais faire un petit retour sur les championnats scolaires de l'année passée pour situer un petit peu où est-ce qu'on en est, hein. Donc l'an passé, à la base, au niveau des championnats départementaux, on a eu un total de 14 700 participants, donc soit plus 20% par rapport à l'année précédente, dont 9 900 en école et 4 800 en collège. Au niveau de la mixité, c'est toujours le point un peu sensible, hein, puisqu'en école, on n'a que 27,7% de filles, en collège 21%, même si, même si c'est un peu supérieur à l'ensemble de la FFE, ça reste, surtout pour des scolaires, ça reste tout à fait insuffisant. Bon, là-dessus, je ne sais pas quel type de réflexion, enfin, ça fait très très longtemps qu'on parle de ce problème au sein de la FFE. Je crains que les solutions à part ce qui se passe d'une façon générale dans la société, l'éducation, l'attribution des rôles et des genres. Je ne vois pas très très bien ce qu'on peut faire de plus à notre niveau au sein de pour la fédération. Au niveau des comités départementaux, donc on a eu 83 CDJE qui ont organisé des championnats scolaires, soit 5 de plus que l'année précédente, sachant qu'en plus, l'année d'avant, 2 comités avaient participé au championnat scolaire et pour divers problèmes d'organisation, de changement de CDJE, et cetera, n'ont pas participé, donc on aurait pu en avoir 85. Donc en tout, il y a 100, je crois, CDJE, dont quelques-uns ne sont pas constitués. Il y en a 3 ou 4 qui ne sont pas constitués. Donc en gros, on est à 83 CDJE sur les 95 constitués. Parmi eux, bah, il y a eu plusieurs satisfactions, hein. La plupart des CDJE d'outre-mer ont participé. Et également, il y a eu un début, on va dire, de championnat des écoles d'enseignement français à l'étranger, dont s'occupe Samy Choker. Alors, c'est un problème qui est très, très compliqué, hein, vous imaginez bien, hein, sur l'ensemble des continents, faire un championnat unique avec 24 fuseaux horaires, je vous laisse imaginer le type d'organisation que ça représente. Donc, on n'y est pas encore. Je pense que ça viendra petit à petit. Il y a des écoles qui demandent. Pour l'instant, il y a eu un vrai championnat sur l'Amérique du Nord, enfin les États-Unis principalement. Ça s'est passé, je ne sais plus où, à Chicago, je crois, ou Boston, je ne sais plus, Chicago peut-être. Voilà, alors il y a des écoles qui demandent un petit peu partout. Il y a le responsable de l'école qui était qualifié pour la finale nationale, donc en Californie, qui a été muté en Australie maintenant, et qui demande à y participer. Voilà, donc ça prend de l'ampleur. Et on va essayer de faire en sorte qu'un championnat cohérent puisse exister, mais c'est très très difficile. Donc tout ça a représenté 200 tournois, enfin 199 pour être précis, donc 200 tournois dans les championnats départementaux, école, collège, école et collège, pardon. Pas de championnat lycée, hein, puisque vous le savez, enfin si vous ne le savez pas, en tout cas ça fait je ne sais plus combien, une dizaine d'années, je crois qu'il n'y a plus de championnat des lycées. Et donc, du coup, il n'y a plus non plus de championnats académiques ni départementaux au lycée. Alors, par-ci, par-là, dans tel ou tel département, il y a encore un championnat des lycées, mais c'est vraiment purement local. De plus en plus de comités organisent, vu l'affluence, leurs championnats départementaux sur plusieurs zones, 2, 3, même 4 zones pour un d'entre eux. Et donc, pour l'avenir, et j'y reviendrai, c'est vraiment la principale piste qui convient d'explorer et d'utiliser pour absorber l'afflux de licenciés. Il reste parmi les points un petit peu points noirs ou points gris en tout cas, encore quelques problèmes d'application du règlement. Donc il y a eu plusieurs sujets l'an passé qui m'ont amené à prendre des décisions qui n'ont pas plu à tout le monde, hein, forcément. Donc il y a un règlement fédéral. Voilà, c'est comme ça. Et donc tout le monde est censé rentrer dedans. On peut toujours discuter de tel ou tel point, mais le principe, c'est quand même, a priori, d'appliquer les dispositions essentielles du règlement fédéral, du moins les dispositions qui sont vraiment au cœur, je dirais, de la structure des championnats scolaires. Ensuite, les finales académiques. Donc, on a eu un total de 418 équipes qui se sont qualifiées pour les différentes finales académiques.
donc 183 en collège et 235 en école. Toutes les académies, sauf une, ont organisé au moins une finale académique. Donc ça aussi, c'est très, très satisfaisant et ça montre un très grand progrès par rapport à il y a quelques années. Donc il y en a une seule qui n'a pas organisé. Il y en a une autre qui a organisé, mais comme là aussi, ce n'était pas dans les clous du règlement, malheureusement, ça n'a pas pu compter pour les finales nationales. Mais on espère que pour la saison en cours, toutes les académies pourront proposer au moins une finale académique. Et enfin, les finales nationales donc, se sont tenues à Bischheim donc, pour les collèges avec 24 équipes et pour les écoles à Autran, donc dans l'Isère, avec 26 équipes, dont 2 équipes ultramarines et une équipe de l'école d'enseignement français à l'étranger, donc j'allais dire San Diego, c'est pas San Diego, c'est Santa Rosa en Californie. Quelques mots sur la saison prochaine. Donc les nouveautés réglementaires, donc il y en a principalement une. C'est le retour à une contrainte dans la composition des équipes pour les finales académiques et nationales. Bon, c'est vrai que j'avais particulièrement insisté il y a 4 ans quand on avait refait le règlement pour mettre fin à ce type de contrainte. J'avais espéré que les responsables d'équipe soient sérieux et ne fassent pas n'importe quoi. Ça a bien marché la première année, ça a moins bien marché la deuxième année. Et l'an passé, c'est vraiment parti un petit peu complètement en vrille, puisque j'ai noté, notamment pour la finale des collèges, j'ai vu une équipe qui avait 2 débutants aux 2 premiers échiquiers qui ont tout perdu, tout simplement. Et au 3e et 4e échiquier, des Coula-Céphide à 1800 et 1900. Donc ça, c'était vraiment n'importe quoi. Et comme ça prenait beaucoup trop d'ampleur, donc on a changé le règlement. Et retour à des contraintes, malheureusement, hein, c'est un petit peu comme ça. Chaque fois qu'il y a des gens qui s'engouffrent un petit peu dans les imprécisions, dans les failles ou dans les possibilités du règlement, il faut ajouter des lignes de règlement et alourdir les règlements. Voilà, c'est comme ça, malheureusement. Donc retour à des contraintes et donc les classes FID devront être placées devant tous les autres. Voilà. 2e nouveauté, donc on demande à ce que les tournois des championnats départementaux, voire même académiques, ne soient pas homologués FID. L'an passé, plus de 20% des tournois étaient homologués FID. Donc j'ai calculé, ça faisait 3500 participants. Donc vous imaginez, donc Eric Mouret rentrait à la main le nom de 3500 participants pour rien du tout. Parce que quand vous avez des tournois à 200, 250, 300 participants avec une demi-douzaine de classés FID, autant dire que tout ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment du travail pour rien et qui ne sert à rien. Donc pas d'homologation FID. Ensuite, on a un petit peu, non pas refait, mais précisé 2-3 petites choses au niveau du cahier des charges des finales nationales. Notamment, on a un petit peu rehaussé les plafonds des inscriptions et de la participation aux frais. On a séparé l'inscription de la participation aux frais qui jusqu'à présent était confondue. Et donc, pour des raisons pratiques et comptables, il vaut mieux que tout ça soit séparé. Donc voilà. Au niveau du calendrier, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Bon, les championnats départementaux vont commencer. J'ai pas vu grand-chose pour l'instant. J'ai juste vu 2-3 dates sur décembre. Bon, comme d'habitude, hein, la plupart auront lieu en janvier et février. Donc j'insiste toujours hein, sur le fait que les championnats départementaux, c'est vraiment, Éloi l'a rappelé tout à l'heure, Émilie aussi, ce sont les championnats qui sont vraiment au cœur du développement de la FFE. Ce n'est pas un championnat parmi d'autres, hein. Ce n'est pas un championnat avec la coupe Loubatière, avec ceci, avec cela. C'est vraiment un championnat très particulier qui s'intègre parfaitement dans la stratégie de développement de la FFE, et ça marche, puisque sur les 14 700 participants aux championnats départementaux, plus de 9000 étaient des primo-licenciés. Donc je crois que c'est quelque chose comme 30% des primo-licenciés de la saison précédente. Donc c'est tout à fait considérable. Et c'est vraiment ça qui alimente et qui va alimenter dans les années à venir
donc les futurs licenciés, les licenciés, les futurs licenciés, non seulement ça, mais également, dans un second temps, qui va également alimenter les futurs bénévoles également, puisque quand on fait jouer donc des scolaires, ben, on est en contact avec les parents qui peuvent ensuite s'intéresser à ce qui se passe à la fédération, dans les clubs, et ensuite, dans un second temps, dans un troisième temps, devenir ultérieurement également des responsables de clubs, puis des organes déconcentrés, voire même peut-être de la fédération. Donc j'insiste vraiment sur ce côté vraiment fondamental des championnats scolaires départementaux. Donc il va falloir s'attendre donc cette année, cette saison, visiblement à un nouvel afflux de participants dans les championnats départementaux. Et là, il faudra que tout le monde, effectivement, ça va demander un effort supplémentaire. Je le sais, hein, on m'en a déjà parlé, on m'a dit: «Ouais, mais comment on va faire? C'est compliqué, il y a déjà trop de monde, s'il y en a qui arrivent, et cetera, on ne pourra pas tous les accueillir». Alors il va falloir faire l'effort. Il va falloir faire l'effort. Je veux dire, enfin, on a quand même travaillé pendant, 10, 20, 30 ans, voire plus, pour en arriver là. Et maintenant qu'on y est, et ben, on peut pas dire: «Ouais, ça va me fatiguer, je sais pas quoi faire, j'ai pas de salle, et cetera, ou ma salle est trop petite». Donc maintenant que l'afflux, est là, c'est ce qu'on voulait, donc il faut être cohérent et il faut, prendre tout ça en charge. Et donc les comités, départementaux, la piste principale donc c'est, de séparer, les tournois en zones géographiques. Alors je sais, hein, c'est des salles en plus, c'est du travail en plus, c'est du bénévolat en plus, mais voilà, c'est comme ça. Séparer en zones géographiques, séparer éventuellement entre école et collège. Vous êtes pas obligé, on n'est pas obligé, de faire ça à la même date. On peut faire ça à des dates différentes et on peut faire des tournois sur des zones, différentes. C'est vraiment la piste qu'il faut vraiment, explorer à fond pour accueillir, l'afflux supplémentaire, de joueurs qui ne vont pas, manquer, je suppose, enfin je pense, j'espère, arriver, cette année. Voilà, les éléments du calendrier, bah, après, c'est comme d'habitude, hein, les finales académiques doivent se jouer avant le 31 mars. Alors, il y a toujours un petit peu de mou, je dirais, notamment en fonction des dates de vacances. Quand on a des vacances qui se terminent, par exemple, le 1er avril, bon, c'est sûr qu'on ne fait pas jouer le 31 mars, mais qu'on peut faire jouer le 2 ou le 3. Donc voilà, il faut toujours, dans ce cas-là, prendre contact avec moi pour me demander une petite dérogation. Il n'y a pas de souci là-dessus, à condition qu'on n'abuse pas et qu'on ne fasse pas une finale académique je sais pas quoi, le 30 avril ou un truc comme ça. Et les finales nationales donc, sont prévues au calendrier, les 12, 13, 14 juin. Donc voilà, donc il y en a une dont on est sûr du lieu. Je ne sais pas si on peut l'annoncer, Émilie. Non, donc on l'annonce pas. Et on a une autre, une piste très solide, on va dire, pour la finale des écoles. Donc voilà, en quelques mots, pour les championnats scolaires. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des observations sur le sujet. Merci Alain. Oui, alors merci déjà pour tout le travail que tu fais, parce que comme tu dis, le monde, il y a de plus en plus de monde, donc de plus en plus de tournois et donc de plus en plus de gestion. Donc c'est un gros travail en amont à réaliser. Plusieurs choses, j'insiste, mais le règlement est simple. Il est à disposition. Lisez-le bien avant en tant que responsable du comité, responsable de ligue scolaire. Lisez-le. N'hésitez pas à solliciter Alain. Il est très disponible pour répondre à vos questions sur le règlement. On a essayé de le simplifier au maximum par rapport à des années antérieures où c'était un peu complexe même de comprendre nous-mêmes les règles. Là, il est assez limpide. Respectez-le, c'est comme un championnat jeune, hein, c'est comme un championnat ligue que vous feriez avec vos jeunes. C'est un championnat de la fédération, donc c'est les règles de la fédération qui s'appliquent. C'est important pour ne pas arriver à des choses où des fois on a eu des difficultés sur certaines académies. Malheureusement, on a dû refuser des qualifications par manque de cohérence avec leur règlement, ce qui aurait créé une inéquité avec les autres académies du territoire. Donc lisez-le, n'hésitez pas à solliciter Alain, il y en aura une réunion spécifique aussi à ce propos pour vous permettre de discuter des points réglementaires, etc., et de préciser. Communiquez bien aussi avec les arbitres en amont qui vont s'occuper de ces compétitions. C'est assez spécifique malgré tout, les règlements scolaires. Il y a quelques adaptations, donc vérifiez bien que l'arbitre est bien
est bien au fait des choses. On est en train de discuter avec la DNA pour créer des modules spécifiques pour ce championnat scolaire, justement pour vous permettre d'être le plus en adéquation avec le règlement possible et que ça puisse vous faciliter le jour J le travail, parce que comme tout le monde dit, il y a beaucoup de gens à gérer déjà le jour J, donc autant anticiper le mieux possible. Quelques points aussi, alors la toute petite augmentation qu'on a réalisée et la clarification sous le cahier des charges pour les finales, c'est tout simplement parce que ça n'avait pas été réactualisé depuis, il me semble, quasiment le Covid et les dernières inflations. Donc, vous comprenez bien que pour les organisateurs, c'était difficile. C'est pas un manque de volonté de donner le lieu, mais il n'est pas encore validé par le comité directeur. Donc, pour l'instant, motus et bouche cousue. Mais voilà, il y a déjà une qui est quasiment validée suite à une candidature et une qui est en très bonne piste. On espère qu'elle se concrétisera. Et puis, effectivement, pour les élos, la composition des équipes, on a essayé de faire au plus simple, mais de façon à ce que chaque enfant puisse profiter aussi de sa compétition. C'était important vis-à-vis de ça. Voilà. Je vois une main levée de monsieur Mehdi Boudinès. Je vous laisse intervenir. Oui, c'était un peu pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur notre capacité dans les championnats scolaires départementaux, éventuellement académiques, à inclure les lycéens. J'aimerais qu'on discute de cette possibilité, puisque j'ai entendu qu'il n'y avait plus depuis des années de championnat lycéen, et ça serait vraiment intéressant de pouvoir le faire. Donc, est-ce qu'en tant que comité départemental, on a la capacité à le faire, et est-ce qu'on à l'intégrer par exemple au championnat des collégiens, et éventuellement de pouvoir aller aussi à la phase académique s'il n'y a pas de phase nationale. Oui, alors je me permets de répondre très rapidement, peut-être qu'Alain complétera. Le lycée, la phase finale du lycée a été supprimée suite à il y a déjà quelques années maintenant, quasiment 10 ans, me semble-t-il, effectivement, pour diverses raisons. Difficulté de trouver des organisateurs, ça c'était la première des grosses difficultés que nous avions. Difficulté d'organisation, parce que des fois aussi on gère des majeurs et des mineurs, et au niveau des réglementations, c'était pas simple, et on a eu quelques soucis dans les dernières finales, donc ça a été aussi un argument. Et la fréquentation sur ce niveau-là était très faible. Au niveau des académies, des départements, et au niveau des équipes, on commençait à affaiblir au niveau final. Les actions de la commission visent à dynamiser évidemment ce secteur, comme vous l'avez vu vis-à-vis des présentations qui ont été faites. Si on en sent l'envie et la capacité, je vous dirais que pour moi, ce n'est pas une difficulté de réfléchir au niveau de la commission à effectivement rétablir ce type de compétition. Pour l'instant, ce n'est pas un sujet à l'ordre du jour. Si on voit que le terrain nous fait de nombreuses compétitions, je rappelle que les comités et les académies et les ligues peuvent organiser ce type de compétition. C'est juste que ces compétitions ne se soldent pas par une finale nationale. Mais rien ne vous empêche de les faire. Attention, ne pas les intégrer avec les collèges. C'est deux compétitions différentes. D'accord ? Donc, voilà, vous pouvez très bien faire ce type de championnat en même temps, en parallèle ou pas, dans une autre date, peut-être en fin d'année, et en fonction, on verra sur la capacité des territoires à absorber ce type de choses et à trouver des candidats. Parce que ça reste aussi une difficulté au niveau de la commission de trouver des candidats pour ces phases finales. Voilà, je vois une main levée de Mathieu Canan. Si à moins que Alain, tu voulais compléter peut-être ma réponse sur les lycées. Je crois que tu as dit le principal. Je vais juste insister sur la problématique des candidatures. J'en ai pas parlé, mais donc c'est l'occasion. Hein. C'est vrai que le fait d'ajouter éventuellement un championnat scolaire des lycées, ça ajoute une candidature en plus pour les finales nationales. Et le problème, c'est que donc depuis que je m'en occupe, c'est extrêmement difficile d'avoir des candidatures. Quand je dis c'est extrêmement difficile, sur donc 8 finales nationales dont j'ai eu à m'occuper, j'ai eu bien dit une seule candidature spontanée. D'accord, toutes les autres, c'est soit l'ancien président de la commission scolaire qui l'a fait, soit des candidatures qui étaient déjà en cours, soit ou même l'an passé, hein, je veux dire, la finale des écoles, qui c'est qui l'a organisée? C'est moi avec mon club, parce que j'avais personne. Mois de janvier, j'avais personne. Voilà. Donc c'est extrêmement difficile.
d'avoir des candidatures pour des finales scolaires, en tout cas nationales. J'en profite, donc il va y avoir un conseil des ligues qui va avoir lieu dans quelques jours là. Suite à la réforme des statuts, la volonté du ministère des Sports, etc., et une autre volonté aussi, nous, fédération, de solliciter les ligues plus dans la participation aux compétitions fédérales. Les ligues seront certainement sollicitées pour organiser ce type de compétition et qu'elles puissent tourner sur le territoire aussi, c'est important. Donc, ça sera un sujet au niveau du Conseil des ligues à venir. Et voilà, alors je fais de la pub, mais l'année dernière, le championnat des collèges, on n'a pas honte de le dire, n'a pas été déficitaire. Ça a été un plus pour le club qui leur a permis de faire des choses par la suite. D'ailleurs, il y a des volontés de vouloir renouveler ces finales. Sachez-le, c'est aussi pour ça que nous avons réaugmenté aussi la participation pour permettre à chaque club, comité ou ligue qui souhaite organiser ce type de compétition et de pouvoir avoir un budget au moins à l'équilibre, voire en plus pour leur organisation et ne pas mettre à mal des clubs ou des comités où on sait que l'organisation est déjà assez lourde. La finale des écoles a été pile poil à l'équilibre à 150 € près sur un budget de 40 000. Voilà, donc c'est possible. On vous le dit, c'est possible. On va essayer de faire dans l'ordre. Mathieu Canan, si vous voulez. Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir, Mathieu Canam, donc je suis responsable jeune et scolaire pour le département des Alpes de Haute-Provence. Et je voulais juste faire 2 remarques par rapport au fait d'intégrer les lycées dans le championnat départemental. Ça fait 2 ans qu'on le fait dans un lycée. Alors souvent, les lycéens, ils sont en effet pas très nombreux, hein. La première année, ils étaient 6 et la deuxième, ils étaient 9. Mais ce que j'ai trouvé très chouette, c'est que ça permettait notamment de montrer à la presse qu'on pouvait jouer du CP jusqu'à la terminale. Et ça, je trouvais ça intéressant que les élèves de primaire, de collège et de lycée soient intégrés au même endroit. Et la deuxième, c'est niveau salle. Ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 cas, j'ai eu des très grandes salles. La première année, c'était une cantine qui a l'habitude d'accueillir 300-400 élèves. Et l'autre, c'était une salle polyvalente. Et souvent, c'est peut-être plus difficile d'avoir ça dans les collèges ou les écoles primaires. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir cette option lycée. Et même s'il n'y a pas la phase académique, c'était pas gênant parce que souvent, le profil des lycéens, il y a souvent un petit club au lycée qui peut avoir 10, 20, 30 personnes. Et souvent, c'est des élèves, ils vont beaucoup jouer sur Chesscom ici et là. Ils vont pas forcément rejoindre des clubs. Et du coup, ils n'étaient pas forcément intéressés par la phase académique, mais ça leur permettait d'avoir quand même un petit tournoi, on va dire, officiel FFE au sein du lycée. Donc voilà, c'était pour faire remonter que la piste lycée pouvait être intéressante pour ça. Merci. Jean-Luc Lurvois. Oui, c'est juste une petite remarque. J'ai entendu parler tout à l'heure d'intégrer les lycéens avec les collégiens. Il ne faut surtout pas le faire au niveau réglementaire. Mélanger 2 catégories, ça viendrait à invalider la catégorie des collèges, quoi. Donc, il faut bien qu'il y ait des initiatives qui soient faites avec les lycées. Pourquoi pas, si vous avez les capacités organisationnelles à le faire. Mais à ce moment-là, c'est 3 tournois bien distincts. Et non pas fusionner les lycées avec les collégiens. Ça peut être très grave comme erreur. Oui, tout à fait, hein. L'an passé, dans quelques départements, il y avait un championnat des lycées séparés, donc des collégiens, dont les Alpes de Haute-Provence. Je crois qu'il y avait une petite dizaine de lycéens. Très bien. J'ai Stéphane Dudognon, à moins que la question... J'ai vu que la main s'est baissée. Non, mais c'était simplement le développement futur au niveau des championnats scolaires pour les lycéens. Quelle est l'étape après pour créer un championnat au niveau académique, une fois que les championnats scolaires sont créés au niveau départementaux? Après, comment dire, les ligues peuvent aussi faire un championnat académique. Ça n'empêche pas. Juste le problème pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de finale nationale.
Donc, il peut y avoir tout à fait une finale des académiques, des lycées, c'est possible, voire même sur qualification directe. S'il n'y a pas assez de matière, comment dire, et pas assez de joueurs pour faire des championnats départementaux, il peut éventuellement y avoir directement un championnat académique, voire de ligue, des lycées. Pourquoi pas? Merci. Très bien. Stéphane, je te laisse passer juste à la slide suivante. Et puis je vois qu'il est déjà 20h23. Les sujets étaient riches pour cette première vision. Mais, Excusez-moi, juste, je vous coupe, je suis vraiment désolé, mais c'est pour comprendre. Quand on parle de championnat lycéen de ligue, ça veut dire que ça serait par exemple pour l'Île-de-France, un championnat qui réunirait pour la région les 3 académies. Oui, oui, oui. Chaque ligue en la matière peut faire son championnat, hein, comme de la même façon que chaque ligue fait ses championnats régionaux, ses trophées, ses je sais pas quoi, hein, ses challenges. Une ligue peut tout à fait faire un championnat des lycées, de ligue des lycées, ou bien faire des championnats académiques, qualificatifs pour le championnat de ligue. Ça, en la matière, la Ligue est autonome. Il n'y a pas de souci. C'est à la Ligue de décider. Mais il n'y a pas de finale nationale, pour l'instant en tout cas. Tout à fait. Donc oui, les ligues sont tout à fait autonomes sur le règlement, comme elles peuvent l'être sur d'autres compétitions fédérales par règlement, pas de souci. Je finis très rapidement sur, vous avez dû recevoir un mail sur un audit fédéral, donc à destination des référents comités, ligues, des clubs aussi. L'idée de cet audit, en fait, c'est de poser des questions sur vos interventions sur le territoire. Vous, référents, normalement, en savez beaucoup. C'est très important que nous puissions avoir vos retours là-dessus. Donc, il est disponible sur le site de la fédération et aussi sur le secteur scolaire plus spécifiquement. Nous, ça nous permet d'avoir une cartographie de vos interventions sur le territoire. C'est extrêmement important pour plusieurs choses. Déjà, pour vous aider dans vos actions. Si on voit qu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses, et peut-être que vous êtes en difficulté, nous, ça nous permet de vous aider. Il y a de nombreuses questions sur vos retours d'expérience aussi, donc ça nous permet d'adapter, ça nous permet d'alimenter la boîte à outils. Ça nous permet d'avoir une vision sur l'ensemble du territoire et ça nous permet aussi d'aller potentiellement, donc grâce à Christelle Moll, dont tu as pu parler, Éloi en introduction, et Richard Oswald, qui est notre référent CTN au niveau des GESCO, etc., du ministère, de voir, de connaître les réalités du territoire et de potentiellement passer par le dessus, par la hiérarchie au-dessus pour vous aider dans vos actions. Et nous, d'argumenter auprès du ministère pour montrer l'impact des échecs scolaires sur le territoire et d'avoir, pourquoi pas, des fonds supplémentaires, des actions supplémentaires ou des choses qui peuvent se mettre en place. Donc, c'est extrêmement important. Je vous incite à le remplir. On va essayer de le terminer d'ici une quinzaine de jours. Donc, n'hésitez pas à le remplir et à nous faire le plus précisément possible pour qu'on ait une vraie réalité de votre terrain à vous et qu'on puisse vous aider en appui là-dessus. Voilà. Donc, je vous propose qu'on s'arrête là, à moins qu'il y ait des questions un peu globales peut-être qui resteraient en suspens. Sur la dernière slide, vous avez éventuellement nos mails, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vis-à-vis des référents en particulier, n'hésitez pas à me mettre en copie. Si vous avez des questions particulières, notamment sur les kits au niveau de classe échec, vous pouvez me mettre en copie, mais n'hésitez pas à solliciter plutôt l'adresse classe échec qui est spécifique surtout au kit. Voilà, et puis quelques questions qui pourraient suivre. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vous remercie en tout cas pour votre participation à cette première réunion des référents. Le replay sera disponible d'ici quelques jours sur le site fédéral. On aura une relance au niveau de l'audit et on vous renverra une proposition d'horaire et de date au niveau du printemps pour parler des autres sujets comme le classe échec chaud ou le volet université. Voilà. Merci à tous pour votre participation et puis au plaisir de vous voir sur vos territoires ou lors de la prochaine réunion. Merci. Merci à vous, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir.